Alors aujourd'hui, vous le savez, les cybermenaces évoluent sans cesse. Donc on voit des attaques sans malware, des compromissions de comptes, des menaces internes. Ces attaques passent souvent sous le radar des solutions traditionnelles basées sur les signatures et des règles statiques. C'est dans ce contexte que l'UEBA, User and Entity Behavior Analytics, s'impose comme un levier clé pour renforcer la cybersécurité. L'UEBA repose sur l'analyse comportementale des utilisateurs et des entités, comme les applications, les objets connectés, les comptes machines également, etc. Donc son objectif, l'objectif de l'UEBA, c'est de détecter les anomalies et comportements suspects grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. Donc, contrairement au CIEM traditionnel, qui déclenche des alertes basées sur des règles prédéfinies, l'UEBA apprend en continu les habitudes des utilisateurs pour identifier des écarts potentiellement malveillants. Alors, si on prend quelques exemples concrets, on peut être alerté lorsqu'un employé télécharge soudainement un volume inhabituel de données sensibles. Ou alors un compte utilisateur qui se connecte depuis un pays où l'entreprise n'a aucune activité. Mais encore, un attaquant qui se déplace latéralement dans le réseau en usurpant des privilèges. Donc, en intégrant ces analyses comportementales aux stratégies Zero Trust et aux solutions de détection avancées, l'UEBA permet de mieux anticiper les cyberattaques, réduire les faux positifs et améliorer la réactivité des équipes de sécurité. Mais alors, comment bien déployer ces solutions ? Comment garantir leur efficacité tout en respectant les contraintes réglementaires et éthiques? Donc, c'est ce que nous allons découvrir. Et je vais d'abord laisser Michael se présenter dans un premier temps. Merci. J'espère que ceux qui ne comprennent pas l'anglais ont leur casque. Je parle très très vite, donc je vais essayer de parler plus lentement. Je suis dans la cybersécurité depuis 28 ans. Et donc, oui, je suis aussi vieux que j'en ai l'air, peut-être plus vieux encore. Je dois vous dire que j'ai passé beaucoup de temps dans l'armée américaine, dans des grands groupes, des grandes sociétés pharmaceutiques, en les aidant à aider dans la cybersécurité. On a des attaques toutes les 20 secondes et ça a besoin de protéger les données sensibles. Et donc, on ne doit pas seulement se protéger comme société, mais aussi nos clients et les gens qui font partie de notre force de travail. Donc, merci pour l'opportunité que vous me donnez. La nouvelle technologie est importante pour nous, mais ça nous met en face de défis. Peut-être que ça ne fonctionne pas comme on le pensée. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on s'adapte parce que les criminels ont un avantage. Et merci de me permettre d'être ici et j'espère que mon anglais est compréhensible à vous tous. Oui, bonjour. Donc, Maud Lambert. Donc, je suis avocat du cabinet associé au sein du cabinet Steering Legal. Et donc, on est en charge de toutes les questions qui sont liées à l'IT et aux data. Donc, c'est une spécialité qui existe, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le salon qui m'ont posé la question de savoir pourquoi j'étais au salon. Donc, tous nos clients sont des prestataires IT ou des clients qui acquièrent des solutions IT et qui ont besoin, dans le cadre de ces acquisitions ou parce qu'ils ont un projet de transformation, se posent un certain nombre de questions. Donc, comment on intègre un certain nombre d'exigences réglementaires dans un environnement réel, voilà, dans une solution ou dans un projet interne. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Donc, on va attaquer directement par les questions. Michael, en tant que CISO, quelles sont aujourd'hui les principales limites des approches traditionnelles de détection des menaces? Donc, il y a plusieurs questions. En quoi l'UEBA apporte-t-elle une réponse adaptée? Et quels sont aujourd'hui les indicateurs de compromission, dits IOC, les plus difficiles à détecter avec les outils traditionnels? I'm listening to the translation of that just to make sure I understood the question. So, you know, a lot of people, if I say the... Beaucoup de gens, si je parle de pirates, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit?
c'est le sweatshirt et la capuche. Mais c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de cybercrime. Ils me ressemblent, ils vous ressemblent, ils travaillent dans des environnements normaux, dans des bureaux où ils vendent des choses. Donc le modèle traditionnel pour combattre, pour protéger est normal. Donc si vous voyez des voitures, par exemple, qui sont sur l'autoroute, et que les policiers vérifient s'ils passent au rouge, s'ils font des erreurs de conduite ou s'ils travaillent trop vite. Vous voyez des choses que vous reconnaissez, et donc vous faites sortir la voiture de la rue. Maintenant, si quelqu'un conduit une voiture en suivant la loi, si quelqu'un vole une banque, remonte dans sa voiture et conduit vraiment selon les règles. Vous ne voyez pas qu'il y a un criminel qui a fait un casse à la banque. Il ressemble à tous les autres conducteurs qui sont prudents. Mais si vous pouviez vérifier la plaque d'immatriculation et que cette voiture, avec cette immatriculation, cette voiture n'est pas là où elle devrait être. En fait, la voiture appartient à quelqu'un qui est chez lui. Donc, ça vous mène à penser qu'il y a un criminel dans cette voiture. Et donc, est-ce que vous voulez que votre plaque d'immatriculation soit disponible partout et disponible à tout le monde? Donc, on essaye d'identifier des modes de comportement qui ne sont pas usuels, qui ne sont pas communs. Si vous voyez une personne qui fait son travail et que en Allemagne et que tout à coup elle télécharge des tonnes et des tonnes de données du Japon alors que le Japon n'est pas un client de cette entreprise, en passant en revue ce modèle de comportement, vous met la puce à l'oreille. Si je fais quelque chose que je fais qui n'est pas correct, vous ne le voyez pas. Donc, si je télécharge une petite quantité de données, vous n'attirez pas l'attention. Mais si je change mon comportement, à ce moment-là, je lance les systèmes d'alarme. Et ça pourrait donc avoir un impact sur ma vie en tant qu'être humain. Donc, il faut faire attention à la façon dont nous utilisons la technologie parce qu'on veut protéger les lois, les gens, mais on veut aussi être dans les clous et protéger les lois, répondre à la loi. Thank you very much. Maud, l'analyse comportementale repose sur l'exploitation de nombreuses données. Alors, je vous poserai la question, quelles précautions juridiques doivent être prises à la racine, en fait, justement, de la mise en place d'un UEBA? Et la surveillance des comportements peut-elle soulever des enjeux de surveillance, cybersurveillance des employés, en fait? Donc, quelles limites légales doivent être impérativement respectées? Alors, sans vouloir remettre en cause l'utilisation de ce type d'outils, puisqu'il a dit il y a quand même un intérêt fort à analyser un peu plus que juste un état qu'on connaît sur des situations de cybersurveillance. Là, on est plus sur de l'analyse comportementale. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on intervient au sein d'une organisation. C'est une organisation qui est fermée avec des données de salariés. Donc il faut avoir en tête l'image du millefeuille. Vous avez le cadre qui est posé par l'organisation. À chaque fois que vous faites quelque chose dans une organisation, vous suivez le code de conduite, vous suivez une charte éventuellement. Donc il y a ce qu'elle va créer en interne et il y a la couche réglementaire qui existe et qui est imposée par le code du travail, par exemple. Je pense que je n'apprends rien ici aux personnes. Vous êtes dans un salarié, vous travaillez dans une entreprise, elle vous doit quelque chose, vous leur devez quelque chose. Donc on a le code du travail qui prévoit en particulier, parce que je vais parler que de ça, du fait que quand on introduit une nouvelle technologie au sein et auprès des salariés, il faut suivre un certain nombre de règles parce que le salarié doit savoir
qu'il peut faire l'objet d'un suivi, d'une surveillance, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, il doit le savoir. Ça, c'est la première couche. Vous avez évidemment la couche du RGPD. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau de maturité de l'ensemble des salariés dans une entreprise sur le RGPD est relativement bonne. Donc, je suis persuadée que vous savez qu'à partir du moment où on utilise des DALA, voilà, il y a cette couche réglementaire du RGPD à respecter par l'employeur qui va utiliser des données de salariés. Et ensuite, on a toutes les recommandations qui sont faites par la CNIL qui expliquent que quand on utilise ce type de data, eh bien, il va falloir respecter un certain nombre de conditions et elle va préciser ce que le RGPD n'explique pas. Et le nouveau règlement sur l'IA, qui est la nouvelle couche qui se rajoute, qui porte sur les systèmes d'information à haut risque. Alors, la question, c'est est-ce que ce type d'outil peut être considéré comme un système d'information à haut risque? Dans les définitions, je ne veux pas rentrer, j'ai ennuyé tout le monde, mais c'est un système d'information qui est destiné à être utilisé comme un composant de sécurité dans la gestion d'infrastructures critiques ou pour la gestion d'infrastructures de l'eau ou de la fourniture de gaz. Donc, est-ce que ce type d'outil peut rentrer dans ce type de définition? Tout dépend du secteur d'activité dans lequel on travaille, parce que je pense qu'on peut tout à fait entendre que quand on est un fournisseur de gaz, d'eau ou une infrastructure critique, eh bien, ce type d'analyse est nécessaire pour assurer la sauvegarde de l'activité. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on a pas de questions. C'était très bien, très clair. Donc, on va passer au déploiement et à l'exploitation de l'UEBA. Alors, Michael, chez Hays ou dans votre expérience, quels sont les principaux défis techniques et organisationnels rencontrés lors du déploiement d'une solution d'UEBA? Okay, so let's just start with a question for all of you, okay? If you have one of these, Si vous avez un... Est-ce que tout le monde en a un? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez ça? if you know somebody who has one of these, raise your hand. Si vous connaissez quelqu'un qui a ça, levez la main. Do you know what this device? Est-ce que vous savez tout ce qui est compilé à votre sujet là-dedans et vous le laissez faire? I'll ask you another question, okay? Donc, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous pensez? Are there more Est-ce qu'il y a devices, smart devices in the world? plus d'utilisateurs d'Internet ou plus d'équipements? There's more devices in the world, raise your hand. Si vous pensez qu'il y a plus d'équipements connectés, levez la main. Est-ce qu'il y a Billion internet devices. 15 milliards d'équipements connectés et il y a 7 milliards d'utilisateurs Internet. En 2030, on aura 30 milliards de machines connectées. Donc, chacun de ces éléments connectés collecte des données sur vous, sur votre mode de vie. Et c'est un contexte d'écosystème de données qui est complexe pour l'utiliser. En utilisant UEBA, on doit comprendre les implications que ça amène, la violation de la vie privée. Donc, imaginez que toutes ces données arrivent avec vous sans contexte. Vous ne savez pas quoi en faire, donc vous essayez de regarder un mode de fonctionnement, vous essayez de regarder un modèle, d'identifier des modèles de base et vous essayez de trouver les anomalies à ces modèles. Donc, vous développez... Imaginez que vous fassiez ça pendant le Black Friday ou encore une journée ou un événement qui génère un grand nombre de données. Votre modèle sera faux. Donc, quand vous essayez de mettre ça sur place, vous essayez de trouver une ligne de base. Et c'est vraiment difficile parce que les pays sont dynamiques, les sociétés sont dynamiques et les groupes avec plusieurs pays sont encore plus dynamiques. Donc, il faut identifier cette ligne de base et il faut trouver le bon contexte pour utiliser ces données, pour prendre une décision, pour dire que c'est quelque chose qui fait du sens ou c'est quelque chose qui est hostile. Donc, c'est ce que les gens qui pillent les banques font. Donc,
s'il ne faut rien qui sort de l'ordinaire, ça va. Mais est-ce que ça permettrait à la police d'arrêter la personne qui vient d'avoir volé la banque? Donc, les gens sont les gens sont habitués à voir certaines choses, donc ils les comprennent. Ça fait partie de du comportement humain, mais le comportement humain est quelque chose de complexe. Est-ce que vous pensez que les machines peuvent comprendre le comportement humain mieux? Non, mais ils créent des modèles et trouvent les failles ou ce qui va à l'encontre de ces modèles. Donc, il y a des choses auxquelles on est habitué, d'autres auxquelles on n'est pas habitué. Donc, And they had a baby. Un scientifique s'est marié à l'intelligence artificielle et il a eu un bébé, l'UEBA. Donc, quand vous rassemblez ces personnes-là, un mariage au début, vous apprenez à vous connaître et même si vous vous êtes connus il y a longtemps, les premières années sont une période assez avec des hauts et des bas. Vous apprenez à vous connaître et puis après, le bébé est né et la vie change complètement. Donc, on crée un mariage entre la science des données et l'intelligence artificielle et on a un bébé qui est né qui s'appelle l'UEBA et cette famille avance dans un complexe qui est assez difficile. Du coup, est-ce qu'on utilise l'UEBA en solution autonome ou intégrée à un SIEM? Quelle est la meilleure solution à votre avis? So there's no set solution, right? Il n'y a pas de solution fixe, ça dépend de votre organisation. Si vous êtes In a very small piloted way, then don't integrate it because then you're ne l'intégrez pas pour éviter de collecter des données dont vous n'avez besoin. Donc, pour moi, je base mon développement sur l'utilisation. Si vous n'avez pas de choses spécifiques à tester, ne l'intégrez pas parce que vous allez avoir des conséquences des données que vous allez collecter et dont vous n'avez pas besoin. Donc, so now you're vous avez besoin d'un analyste de SOC, d'un psychologue aussi pour utiliser l'analyse des comportements. Non, faites des petits pilotes assez restreints et avant de créer une famille de 200 enfants, il faut déjà apprendre à se connaître vraiment à la base. Maud, quelles clauses contractuelles faut-il prévoir avec les éditeurs de solutions du EBA? Est-ce que vous savez, afin de s'assurer d'une conformité juridique et d'un usage responsable des données? Alors, je pense qu'il n'y a pas que l'aspect contractuel, mais bon, c'est quand même un aspect important. Quand on sélectionne ce type de prestataire, je recommanderais, si on veut pratico-pratique, de préparer une annexe sécurité dans laquelle vous intégrez les exigences que vous voulez voir suivre par ce prestataire, que ce soit des exigences légales parce qu'elles sont nécessaires pour introduire un système qui va analyser les comportements de la vie privée des personnes, puisque c'est au-delà, il y a quand même beaucoup de comportements normaux avant d'avoir le comportement anormal qui est détecté, il faut quand même le dire. Oui, il faut savoir quelles mesures de sécurité émet, et parce que chacune de ces mesures de sécurité doivent elles-mêmes respecter un référentiel, que ce soit le référentiel du règlement sur l'IA, que ce soit le règlement sur NIS 2. Tout dépend du secteur, là encore, dans lequel on intervient. Évidemment, dans cette annexe, on peut intégrer des exigences relatives au RGPD. Des certifications, si effectivement ça rentre dans un SIA. Il faut savoir que c'est en tout cas à l'employeur ou à l'organisation qui veut intégrer ce type de système de faire ce contrôle de vigilance, parce qu'il a la responsabilité des données des salariés qui vont faire l'objet de ce contrôle. Et
au-delà de ça, il n'y a pas que les mesures contractuelles, puisque c'est lui-même qui va fixer les règles qu'il veut voir suivre. Et ça peut être des règles qui ne sont pas des règles juridiques. Ça peut être un code éthique, ça peut être des règles de bonne pratique. Et en tout cas, il faut savoir où vont être les données, pendant combien de temps elles vont être conservées, si c'est l'outil, enfin en tout cas l'éditeur, qui stocke tout. OK. Michael, quelles sont les sources de données les plus stratégiques pour détecter des menaces pertinentes sans générer trop de faux positifs? C'est très difficile de ne pas générer de faux positifs. Donc l'espace que vous voulez envisager sont les identités. Qu'est-ce qui se passe des identités? Les criminels veulent votre identité. Quand ils ont une identité, ils agissent comme des employés normaux, et puis après ils passent à une autre identité. Donc c'est tellement difficile de différencier ce qui est normal ou pas si vous n'avez pas de ligne de base. Donc vous regardez, donc qui est allé sur Amazon pour faire des achats? Non, je n'irai pas sur Amazon si j'étais vous. Donc, si vous allez sur Amazon, d'autres personnes achètent tel article. Est-ce que vous ne voulez pas utiliser? Vous ne voulez pas acheter cet article? Ils utilisent les modèles comportementaux pour vous suggérer d'acheter un autre article. Et voilà. Donc, le monde change. Et donc, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on adopte le même changement. Donc, c'est difficile de savoir quel modèle de comportement est important. Donc, vous avez la science des données. Demandez à votre oncle de venir avec vous et utiliser, de voir quelqu'un, un psychologue, qui vous parle des modèles de comportement. Sinon, vous pouvez aussi parler à un avocat pour être sûr que vous n'outrepassez pas la loi. Donc, il faut que il faut que vous ayez un sociologue, que vous ayez un psychologue du comportement pour éviter que vous ayez des faux positifs. Qui fait partie des nouvelles technologies? Qui est passé sur la technologie parce que c'était plus facile d'intégrer la technologie plutôt que de penser aux gens d'abord. Donc, il faut que vous ayez donc un scientifique des données et un psychologue des comportements pour vous aider. So what kind of challenges do you have when you deploy? Quelle sorte de défi vous avez quand vous mettez sur pied une solution comportementale? Ça dépend du système que vous utilisez, parce que si vous ne comprenez pas votre activité, votre organisation, comment ça fonctionne, vous ne savez pas ce à quoi votre système s'attaque. Donc, j'ai parlé à beaucoup de gens et je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'ils avaient dans leur groupe, dans leur organisation. La plupart ne le savent pas, donc il faut d'abord qu'on établisse ça. Les criminels vous aident à ça parce qu'en fait, ils ont leur propre UEBA et le criminel connaît votre entreprise mieux que vous ne le faites. Donc, il faut savoir ce que votre système fait effectivement et comment ça impacte le comportement des gens dans leur vie. Si quelqu'un vient et vous dit ce sont les 5 systèmes les plus critiques qu'on utilise, si vous ne savez pas ce que vos systèmes font, il y a un phénomène de cascade. Donc, il faut que vous ayez une protection plus globale pour protéger le tout. Et c'est quelque chose de plus compliqué à faire.
Et les gens utilisent un système d'information qui est statique et pas un UEBA. Donc, il faut d'abord savoir ce que fait votre système pour savoir. Vous devez choisir basé sur votre système d'organisation, les lois, pour avoir véritablement une vue claire de votre opération. Et puis après, vous devez vous occuper de votre système. Donc, il faut à tout prix éviter de collecter des données dont vous n'aurez pas besoin. Super. On y viendra juste après. Alors, Maud, il disait qu'il avait d'autres questions. Many questions for you. We can talk offline. Donc, Maud, j'allais vous demander quelles sont les limites en fait légales à la collecte et au traitement des données comportementales dans un contexte de cybersécurité. Alors là, pour disons, aller un tout petit peu plus en profondeur de ce qu'on peut faire là, et pour répondre un petit peu, pour aller dans le suivi de ce qui vient d'être dit, en interne, je pense qu'il faut faire l'exercice qui est soit une analyse d'impact, soit un responsible AI assessment, mais en tout cas quelque chose qui est vraiment lié à l'outil et être capable de comprendre. Si on ne fait pas l'exercice de savoir qu'est-ce qu'il y a comme données, comment ça marche, où est-ce qu'elles sont stockées, quelles sont les mesures qui sont mises en place, on n'est pas capable d'analyser le risque lié à l'utilisation de ces données. Et je ne dis pas le risque par rapport est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de faire ce genre d'outil, mais c'est plutôt le risque par rapport à l'utilisation non conforme et le détournement de ces datas par l'employeur. Voilà. Ou par l'outil, parce que l'outil, il n'est pas dit. Enfin, il y a quand même beaucoup d'outils qui peuvent être amenés à réutiliser les datas pour leur propre compte. Donc, est-ce qu'elles sont séparées d'autres entreprises? Est-ce qu'il y a des systèmes à un moment où ça va être mutualisé? Est-ce que ça va atterrir dans un data lake? J'en sais rien. Combien de temps elles vont être conservées? Et est-ce que, en interne, qu'est-ce qu'on va faire de ces datas? Est-ce que ces datas, elles vont être utilisées pour sanctionner? Est-ce qu'elles vont être utilisées pour modifier la manière dont l'entreprise fait déplacer ses salariés? Il faut vraiment savoir dans quel but ces datas sont utilisées. Ici, normalement, si on suit l'objectif de la conférence, c'est uniquement un but de de sécurité. Sécurité de quoi? Est-ce que c'est la sécurité des données de l'entreprise? Est-ce que c'est la sécurité des employés? Je pense qu'il faut vraiment faire l'exercice de se poser et de déterminer qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil, parce qu'il a un impact très fort sur les datas des salariés. Au-delà du fait qu'on sait que tout le monde est tracé avec ses téléphones mobiles, voilà, ça je pense que tout le monde le sait, mais là, il y a une intrusion très forte et le cadre réglementaire permet de se poser les questions parce que la vie privée des salariés compte et que c'est l'employeur, il a un pouvoir de subordination très fort sur les salariés et il ne va pas lui demander s'il est d'accord ou pas. Parce qu'on ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord ». Ce n'est pas basé sur le consentement. Can I add to that? Because this is fantastic. J'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment formidable. Oui, le consentement, il est forcé ici. Est-ce que vous consentez à ce que cette chose vous arrive? Non. Vous voulez l'utiliser, il faut que du coup vous consentez. Donc il y a vraiment ce défi, ce problème dans nos vies. En général, la technologie, c'était juste à l'époque un papier et un crayon. Et donc, on pouvait contrôler le crayon puisqu'il était dans votre main. C'est vous qui saviez qui l'avait, qu'est-ce que vous faisiez. Mais voilà, s'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière vous, qui prenait une photo, où est ma photo, où est mon texte? Mais aujourd'hui, avec cette technologie, on a de la désinformation. Où cela va au-delà de notre capacité de compréhension. On ne comprend pas, on ne sait pas exactement où vont nos données. Il y a une petite enclave, on peut y voir un petit aperçu, mais on ne voit pas le reste de l'iceberg. On ne sait pas ce que font tous les autres fournisseurs de ces données, et ensuite on le découvre. Par exemple, avec Facebook, c'était un bon exemple. Et on voit que les choses évoluent. Mais je pense que le point important ici, c'est qu'il faut avoir une approche sans crainte, mais de manière collaborative, ensemble, et découvrir qu'est-ce qui se passe concrètement, parce que c'est tout nouveau. Quand je regarde un petit peu ici dans la salle, combien ici dans la salle sont nés avant Internet? Now, Très bien.
Alors, la plupart d'entre vous qui avez donc des amis, de la famille, qui sont nés après Internet. Et ces personnes, dans vos amis, votre famille, ils ont grandi avec voilà, des smartphones. Il y en a des enfants de 3-4 ans qui savent déjà se servir d'un smartphone. La technologie, elle est profondément ancrée dans nos vies. Elle est presque dans notre ADN. Si j'arrête toute la technologie dans toute la France, je pense qu'il y aura un gros problème. Et ce sera le cas pour n'importe quel pays, parce qu'on est dépendant de cette technologie. Et on ne comprend pas, on ne se rend pas compte à quel point on est dépendant jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. C'est comme pour l'air. Quand on n'aura plus d'air, on se rendra compte à quel point on sera mal. Donc il faut apprendre ensemble à utiliser ces systèmes, à créer des lois ensemble, et pas seulement attendre que la loi magique arrive du jour au lendemain, parce que non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on le découvre ensemble avec les systèmes, la machine, les avocats, les régulateurs, toute la communauté ensemble, soudée. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre d'événement. C'est pas seulement pour des clients, une offre, une demande. Il y a tous ces éléments qui doivent résoudre le problème ensemble. Michael, j'allais vous poser une question assez bateau, parce qu'on se demande en fait avec l'UEBA, qu'est-ce qui se passe au niveau des équipes? Est-ce que ça transforme les équipes SOC et IT, cette mise en place de l'UEBA? Complètement. Encore une fois, c'est un mariage. Donc, vous avez un psychologue qui épouse un cyber. Vous avez l'UBA. Et donc, c'est comme ça qu'on a, du coup, ces petites créations. Vous avez un analyste SOC qui, en général, est formé pour avoir analysé les différents éléments, mais ce n'est pas un psychologue. Et ensuite, on vous leur demande d'examiner les comportements des personnes. Mais ils ne sont pas formés pour ça. Donc, j'aime bien les entreprises, par exemple, comme SOCEF, qui sont fondées par des psychologues, qui ont fusionné la sociologie, la psychologie avec la technologie. Ainsi, on a une personne complètement différente qui travaille dans votre équipe de sécurité. J'ai discuté avec beaucoup de CISOs dans le monde, donc des RSSI. Est-ce que vous avez un psychologue en comportement dans votre équipe? Et en général, la réponse est non. Mais la sécurité. Buchner disait que les amateurs hackent les systèmes et les professionnels hackent les personnes. Il y a un aspect psychologique derrière, de sociologie dans la technologie, dans la sécurité, dans les systèmes. Et c'est ce que je fais pour ma part aussi. Je travaille avec beaucoup de psychologues, de comportementalistes. Et quand on est attaqué, ça change le comportement. Par exemple, c'est comme quand vous avez un accident. La prochaine fois, vous serez très prudent. Donc, quand vous utilisez technologie, que vous voyez ces nouvelles approches, ces nouveaux systèmes, il y a un choc psychologique. Donc, vous devez apporter des équipes différentes, avec différentes compétences, différents profils dans vos entreprises. Des avocats, bien sûr, parce que oui, comme ça, vous pourrez leur poser des questions sur tout ce qui est juridique pour savoir quelles sont les répercussions. Des psychologues, des sociologues, tout un ensemble de profils, de compétences dans votre environnement. Nous avons rendu le monde plus complexe en le connectant comme nous l'avons fait. Cela veut dire que dès lors, nous devons rassembler des disciplines qui normalement ne communiquent pas les unes avec les autres et pour qu'elles fonctionnent ensemble parce que le monde est de plus en plus complexe. Merci. Maud, en ce qui concerne votre avis justement sur cette concertation entre RSSI et DPO, est-ce que vous avez votre avis sur ces sujets? Est-ce que justement les RSSI et les DPO arrivent à communiquer et à s'entendre sur les usages de l'UEBA? Tout est améliorable, je pense. Je veux dire, on est tous dans un objectif de mieux collaborer ensemble. Je pense que peut-être que le DPO est arrivé comme un individu bloquant, un peu avec le RGPD, plein d'autres nouvelles documentations, de complexification. Et donc peut-être qu'il est arrivé pas comme un sauveur, parce que le RSSI arrive plus comme un sauveur que qu'un empêcheur. Donc peut-être qu'ils ne se sont pas compris au début, mais en tout cas, il y a des entreprises dans lesquelles ça marche très bien. Et peut-être qu'il faut ajouter d'autres instances à cette relation pour pouvoir ajouter cette dimension analyse comportementale qui dépasse, de mon point de vue, uniquement que ce soit le rôle du DPO ou le rôle du RSSI. Dans les entreprises, on va avoir de plus en plus d'outils liés à l'intelligence artificielle et peut-être que la mise en place soit
d'un comité dédié ou en tout cas d'une personne qui a en charge de veiller à la manière dont ces outils sont utilisés dans l'entreprise et comment on contrôle cette utilisation, que ce soit par l'employeur ou par l'utilisation de ces outils par les salariés dans l'usage quotidien pour leurs tâches quotidiennes. Peut-être qu'il y a un nouveau poste à prendre ou à créer, mais en tout cas, ça serait intéressant de mixer en tout cas toutes ces compétences. Bah, du coup, la réponse... Can I add to that? Because I love this. This is J'ai vraiment adoré cette remarque. English, you say you hit the nail on the head. Vous avez vraiment mis le doigt là où il fallait. C'est fantastique. Very big company, Je travaille pour une grosse entreprise avec un DPO. trying to do his job, Chacun faisait son travail. kind of at odds on a data protection type system. Et donc, on se concentrait sur les systèmes de protection des données, sur les systèmes de prévention. I needed access to Et j'avais besoin d'avoir accès à certaines informations. Et ils me disaient, mais non, tu ne peux pas, c'est parce que c'est privé, c'est sécurisé. Et à chaque fois, on faisait des allers-retours, un vrai ping-pong. Et j'ai fini par lui dire, et si office that says on discutait, si on disait, alors s'il vous plaît, les criminels, si vous voulez nous attaquer, adressez-vous au DPO parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser ces données. Alors oui, bien sûr, il a un peu pris mal. Je dis, non, je rigole, mais voilà, on veut protéger les individus. C'est notre job à tous les deux. in this company we had a Et dans cette entreprise, on avait, company was the name of the on était une entreprise de protection. for protecting. Et je demandais au comité d'administratif, je leur dis qu'est-ce qu'on protège? La technologie, la propriété, qu'est-ce qu'on protège? Ils nous disent on protège les espoirs et les attentes des gens qui utilisent nos projets, on protège l'utilisateur final et les employés ne sont jamais impliqués. Et la plupart des gens dans ma profession ne pensent pas comme ça. We're taught to think protect. On nous dit penser aussi à protéger le système, protéger l'écosystème, protéger les personnes impliquées. Donc, DPO, c'était mon meilleur ami à l'époque. Je voulais que mon DPO me demande de ralentir, de m'assurer que, oui, tout était bien sécurisé, mais je voulais aussi que lui comprenne qu'on avait la même mission, c'était protéger les personnes de manière différente, c'est vrai, mais si vous contactez les DPO, ou en Allemagne, ils utilisent un autre système, puisque je crois qu'ils ont des lois assez similaires à la France, mais voilà, si on a une conversation où on se dit qu'on est ensemble, on essaye ensemble de protéger les individus, voilà ce que moi je fais, voilà ce que toi tu fais. Quand vous discutez de cela, 9 fois sur 10, les personnes seront d'accord avec vous. Si vous lui dites non, j'ai besoin de mes données, laisse-moi faire, ben non, ça va mal se passer, c'est normal. Il faut une approche un peu plus collaborative, un esprit de coopération. En sécurité, notre travail, c'est de créer la coalition de la volonté des personnes qui veulent ou pas pour résoudre des problèmes. Et voilà, les DPO, tous les représentants, toutes ces personnes sont très importantes. Highway. Imaginez, vous allez sur l'autoroute à 160, 150 km/h et sans frein. Imaginez. You need brakes. On a besoin de freins. Help you slow down. Ça vous aide à ralentir quand c'est important de freiner. Wonderful thing you brought up. Thank you for Donc, merci d'avoir soulevé cette thématique. On a vraiment besoin, comme vous l'avez dit, de plus en plus de collaboration, qu'on puisse bien sûr toujours améliorer. On pourra toujours mieux faire. Et au quotidien, il faut se rendre compte qu'on a la même mission, protéger les personnes, les employés, les collaborateurs, les utilisateurs. Et les criminels, eux, n'en ont rien à faire. Ils veulent juste faire de l'argent. Et ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Ils n'en ont rien à faire. Alors, ça fait la transition avec la question que je voulais vous poser justement. Je voulais savoir si on peut éviter que l'IA de l'UEBA soit contournée par des attaquants qui sont de plus en plus du coup sophistiqués dans leurs attaques et qui arrivent à manipuler les modèles. So, anybody eat cheese? Alors, vous êtes tous dans l'IT. Butter? Est-ce que vous mangez du fromage? Est-ce que vous mangez du fromage, du beurre? Vous utilisez un couteau, le même couteau qui peut couper votre fromage, mais qui peut aussi poignarder votre voisin. L'IA, c'est juste un outil. And how you use it Ce determines. qui change, c'est la manière dont vous l'utilisez. Not will they are using it. Alors oui, les criminels l'utilisent parce que ça fonctionne, parce que ça marche. When you're a criminal and you want to Quand vous êtes un criminel et que vous voulez vous infiltrer dans une entreprise, vous passez beaucoup de temps pour essayer d'analyser les comportements avec différentes techniques pour voir que fait telle ou telle personne. they're on vacation now, let me Il get dit, bon, ben voilà, lui, il est en vacances, je vais utiliser ses mots de passe. something that they do all the time. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. Donc les outils qu'on utilise, eh bien, ces outils sont utilisés des deux côtés, les bons et les méchants. The real trick is Le piège, c'est de s'assurer qu'il y a plus de bonnes personnes qui l'utilisent et de manière plus rapide. Parce que les criminels, eux, ne respectent pas la loi. Ils n'ont pas de régulation. Ils n'en ont rien à faire des dommages collatéraux. Donc ils sont plus rapides. Ils ont un avantage sur nous.
C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un qui s'enfuit d'une banque et qui roule très vite, ben oui, il va sûrement gagner parce que lui, il est plus rapide. Parce que les autres, ils protègent des personnes qui auront des répercussions. Ils veulent éviter qu'il y ait des accidents sur la route, alors que celui qui fuit n'en a rien à faire. Quand on poursuit un criminel et que ces personnes traversent les frontières, on n'a pas le droit de suivre. Les criminels utilisent les mêmes outils que nous, on utilise, mais ils les utilisent de manière plus rapide. Plus rapide parce qu'ils n'en ont rien à faire des répercussions, ils n'en ont rien à faire des personnes. Alors que nous, oui. Dès lors, il faut pouvoir collaborer davantage, créer des alliances entre les pays, entre les frontières, entre les disciplines. Parce que c'est via l'unité et la collaboration qu'on sera plus efficace. Parce que ça, eux, ils ne l'ont pas. Ils se poignardent dans le dos pour gagner plus d'argent. Donc il faut faire de cela notre force, la collaboration. C'est comme ça qu'on pourra changer la donne. Donc oui, sujet très important de comprendre les outils. Ces outils qu'on utilise, ce sont les mêmes qu'eux utilisent. Ils sont plus rapides que nous. Maud, on en a parlé tout à l'heure de la cybersurveillance. Est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est limite légal avec l'UEBA, cette cybersurveillance? Et est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser pour rester conforme aux réglementations et respecter la vie privée? Alors, la première réponse, c'est non, c'est pas légal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi qui dit on a le droit de surveiller les salariés. Ça, c'est donc la première réponse, c'est non. Il n'y a pas de surveillance légale. Et donc, si on la met, eh ben, il faut respecter tout un cadre. Je ne sais pas si je peux en parler, mais il y a une décision qui est intéressante, qui a été rendue. Alors, c'est une décision française, hein, mais qui a été rendue là au mois de février et qui concerne la mise en place d'un système d'IA. Et donc, le système d'IA a été suspendu sous astreinte. C'est une décision du tribunal judiciaire de Nanterre. Et donc, il a été suspendu sous astreinte parce que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été informées ni consultées préalablement à la mise en place de ce système. Donc, ça a été suspendu sous astreinte. Alors, c'était 1 000 € par infraction, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'était. Enfin, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la loi qui dit on a le droit de le faire ou pas le faire. La loi, elle dit on peut mettre en place un système, mais à certaines conditions qu'il faut respecter. Et là, en particulier, dès lors que ça touche les salariés, eh ben, il faut les informer, consulter les bonnes instances, peut-être leur expliquer. Il y a un travail pédagogique dans certains groupes qui est important pour pouvoir expliquer que ce n'est pas contre, mais pour aider et pour obtenir, pas forcément l'accord, mais expliquer que ça a un rôle salvateur pour la protection de l'intérêt des entreprises. Mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, Michael, est-ce que vous avez une idée de comment convaincre les collaborateurs que l'UEBA, c'est pas fait contre eux, c'est justement pour renforcer la sécurité au sein de l'entreprise? Est-ce que vous avez des techniques à ce niveau? Oui, le meilleur moyen de convaincre quelqu'un sur quelque chose qui va leur apporter un avantage, c'est de discuter avec eux de manière ouverte, transparente. Again, we chase drug dealers, right? Alors encore une fois, on poursuivait des trafiquants de drogue, quand c'était le cas en Floride, avec de gros cartels, de grandes organisations qui avaient des ramifications dans plusieurs pays. Il y a des choses qu'on ne veut pas partager parce qu'on ne veut pas que l'ennemi connaisse votre tactique. Parce que si c'est le cas, si, mettons, vous avez un informateur et qu'il élimine lui et sa famille, donc il faut pouvoir protéger ces personnes qui sont impliquées dans l'opération. Mais c'est pareil pour la police. On ne va pas dire à tout le monde et j'étais un policier sous couverture et voilà, ça c'est ma famille, ça c'est ma maison, parce que non, les criminels vont s'en prendre à vous. Donc il faut essayer de trouver un moyen d'agir dans cette zone grise. Mais tout le monde sait qu'il y a des opérations de couverture, ils savent que ça existe et que c'est pour leur protection. Et ils le savent pourquoi, parce qu'on leur a dit, on leur a expliqué. Donc je suis très active sur LinkedIn, la plupart de mes personnes s'éloignent de LinkedIn, mais pour ma part, je poste continuellement sur des éléments qui ne sont pas techniques, sur les avantages de la sécurité, sur les avantages de cette technologie, comment elles peuvent vous aider. Je poste sur des événements ou des entreprises qui ont été victimes et j'explique un petit peu ce qu'elles ont vécu. Et quand elles ont partagé des informations, eh bien voilà, on a toujours ces commentaires où on nous dit j'aimerais pas
perdre toutes mes économies parce que quelqu'un a eu cet accès à cette information et il a pu tout pirater. Il faut trouver un équilibre. La société, la structure, tout ce qu'on essaye de protéger, c'est ce que les criminels exploitent contre nous, les lois, les frontières, etc. Et on ne peut pas abandonner tout cela parce que c'est ça qu'on protège. On ne veut pas être au Far West. On ne veut pas que tous ceux qui ont un iPhone, qui pourrait être un pistolet numérique, et les laisser s'en servir. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, on a des lois, on a des systèmes. Par exemple, si vous êtes dans un pays où vous avez le droit d'avoir une arme, eh bien, il faut qu'elle soit enregistrée, etc. Pour le digital, c'est compliqué, parce que ce que vous essayez de faire, c'est très utile, parce que ça nous aide à nous rendre compte que ces technologies sont plus dangereuses. Alors, qui ici dans la pièce utilise Copilot? Copilot de Microsoft, oui. Qui utilise Office? Si vous utilisez Office, sachez que vous utilisez Copilot. Parce qu'en fait, vous n'avez pas levé la main, mais si. Copilot, c'est dans Office, que vous le vouliez ou pas. C'est intégré. Il s'est infiltré dans vos vies. Mais c'est pour votre bien, bien sûr, mais à un coût, celui de la vie privée. Et il faut avoir des conversations, il faut que ces choses soient connues pour que les gens puissent prendre des choix éclairés et en parallèle ne pas tout révéler pour éviter que les criminels en tirent profit. Donc c'est un équilibre très difficile à trouver. J'espère avoir bien répondu à votre question. Est-ce que vous pouvez nous partager un exemple, Michael, qui a permis donc justement de détecter une vraie menace grâce à la mise en place de l'UEBA? Est-ce que vous avez un vrai exemple concret? No. Non. Let me give you something different, okay? Je vais dire autre chose. En fait, je ne peux pas parler spécifiquement de l'UEBA, mais plutôt du concept qui se trouve derrière. J'étais à New York, je retrouvais des membres du FBI la semaine dernière avec une alliance ONG de cyberalliance. Et cette ONG avait des relations avec des membres de différentes grandes entreprises, grandes organisations dans tout le pays. Et ils ont créé un système de personnes, de connexions, d'autorités légales qui leur permettent de faire certaines choses. Et ils surveillaient ce qui se passait dans le monde criminel. Et au fur et à mesure, ils disaient à telle entreprise, il y a ce criminel dans votre réseau. Et si moi, je m'en occupe en tant que force de l'ordre, je vais devoir passer à travers tout un ensemble de procédures. Mais si vous le faites, eh bien, vous irez plus vite. Donc, on a créé ce système. Ils observaient bien sûr les changements de comportement. En passant, c'est plus ou moins légal, mais bon, voilà. Mais comme ils avaient créé cette structure, ils ont trouvé des criminels qui volaient beaucoup d'argent. Et normalement, une fois qu'on trouve ce criminel, il faut pouvoir le poursuivre et l'arrêter. Ça prend environ 3 ans. Mais grâce à cette organisation, ça a duré 3 jours. En 3 jours, normalement, on prenait 3 ans. Parce que vous avez créé ces relations, ces accords, cette collaboration dont on a besoin pour pouvoir travailler plus rapidement et partager les informations avec les personnes pour qu'elles agissent par elles-mêmes. Mettons, si je vous dis, il y a un criminel qui essaye de voler tout ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie, est-ce que vous voulez que je vous le dise? Et si je vous dis, mais bon, j'ai collecté ces informations de manière un petit peu illégale, est-ce que tu m'en veux? Qu'est-ce que vous préférez finalement? Voilà, c'est pas facile. Donc il faut essayer de trouver comment on peut bénéficier de tout cela. Et ça existe, il y a des sanctions, c'est un cas réel, il existe. L'idée, ce n'est pas la technologie, c'est plutôt tous les accords qu'il y a derrière, tout ce qui a été créé autour pour pouvoir utiliser ce système de manière légale. Et je pense qu'avec ces systèmes, ce qu'on obtient de ces conversations un peu difficiles aussi, parce que ce n'est pas toujours facile, quand on arrive à ce point où on peut simplement le passer à l'échelle supérieure. Mais bon, en général, quand on passe à l'échelle supérieure, on peut avoir d'autres soucis, des problèmes juridiques. Quand c'est à petite échelle, ça va, mais quand c'est à grand déploiement, ça, c'est compliqué. Parce que oui, vous allez avoir beaucoup de soucis. Thank you very much. Maude, est-ce que vous pensez que justement avec toutes ces obligations réglementaires, il y a un risque de freiner l'usage de l'UEBA? Est-ce que, du coup, à cause de l'IACT, etc., ou de toute autre réglementation, eh bien, on freine ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions, ou pas?
Je sais pas s'il faut vraiment se poser la question si ça freine, puisqu'on est en train de construire un écosystème réglementaire pour l'utilisation d'un outil qui n'existait pas. Donc, je pense vous ne m'auriez pas posé la question si je disais je suis en train de créer un nouveau médicament qui doit arriver sur le marché. Si je veux créer un nouveau médicament et je veux qu'il soit mis à disposition d'un certain nombre de consommateurs ou de patients, je dois respecter un certain nombre de règles pour que celui qui va manger le médicament ne meure pas immédiatement ou n'ait pas des hallucinations, etc. On est content qu'il y ait des tests, on est content qu'il y ait un cadre réglementaire. Donc, aujourd'hui, on construit ce cadre. Peut-être que, moi j'ai toujours l'impression que la technologie, c'est un petit bonhomme qui court et que la loi, elle court derrière. J'ai toujours l'impression que c'est comme ça. Donc, oui, on court derrière, mais je pense que c'est nécessaire de créer ce cadre-là, justement pour avoir ce qu'on appelle une meilleure confiance dans l'utilisation de ces outils, même si on sait qu'il y a des biais, même si on sait que ça va... Effectivement, on crée des contraintes, mais les contraintes sont nécessaires pour l'utilisation de ces outils. Et aujourd'hui, il y a une petite couche. Demain, on augmente la couche, mais ça fait partie des nécessités pour l'utilisation de ces outils. Et je prends l'exemple très très simple. Tous les outils que vous utilisez, il y a écrit un marquage CE. Donc le marquage CE, c'est tous les textes qui sont aujourd'hui en train d'être créés, que ce soit le règlement sur l'IA, c'est du marquage CE adapté à du logiciel. Alors c'est un peu basique, mais c'est la réalité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les outils que vous utilisez, ils ne vont pas exploser quand vous l'avez entre les mains et ils vont assurer, ils respectent une certaine norme de sécurité. Donc voilà, on crée du droit et le droit, ça va permettre de faciliter les usages. Il y a des inconvénients, mais je pense que dans tout, quand vous utilisez un médicament, il y a des effets secondaires, mais on essaye de minimiser les risques. Voilà, c'est ça l'objectif. Simple question for you. Petite question pour vous. Si je crée un avion dans mon garage, je le mets sur YouTube, j'ai regardé les plans, j'ai créé un avion dans mon garage. Et je dis, vous pouvez l'acheter pour 1 €. Est-ce que vous monteriez dans mon avion? Allez, j'ai créé un avion, j'ai suivi les tutos sur YouTube. Si c'était pour 1 ou 2 $, est-ce que oui ou non? Excellent point que vous avez souligné. La technologie va si vite, elle évolue si vite à la vitesse de la lumière. Et nous, on n'est que des humains. Donc la loi essaie de rattraper, mais je peux vous dire que pour les premiers avions, ils étaient fabriqués dans un garage. Il y a des gens qui les ont essayés. Puis mais bon, on a vu les États, on a mis tout un ensemble de lois, et tout ne fait qu'évoluer, on ne fait qu'apprendre. On n'est pas encore au bon niveau, mais ça viendra, et on va apprendre, on va comprendre les répercussions, et plus on en apprendra, plus on se rendra compte des répercussions, plus on aura un environnement sûr. Nous en sommes encore à l'étape de découverte, parce que c'est encore tout nouveau. Ça n'existait pas quand j'étais né. Justement, avec cette cybersécurité toujours de plus en plus automatisée, l'humain, il est où dans tout ça? Est-ce que l'humain va rester indispensable ou pas? 100%. Il faut qu'il y ait un humain dans la boucle. Donc si je fais du vélo, et que je fais du vélo très rapidement, et qu'elle monte sur un e-bike, ce sont tous les deux des vélos, mais qui ira plus vite? Et qui sera plus fatigué? Vous irez bien plus vite sur votre vélo électrique. Moi, j'irai plus lentement. Parce que voilà, je suis un peu plus âgé, je ne suis pas en très grande forme. Mais vous irez pas plus vite parce que vous êtes limité à 25 km/h selon les lois de certains pays. Donc la technologie, c'est un moteur comme un vélo électrique. Et si vous essayez de mettre en place de la cybersécurité sans humain, vous ouvrez un monde très dangereux. Il faut utiliser la technologie, on veut utiliser ces systèmes pour améliorer la situation des humains, pour rendre les humains plus forts, plus rapides, plus puissants, pour aider à protéger les individus qui sont en danger dans un environnement qui ne fait qu'évoluer de manière très rapide. Mais si vous abandonnez tout à l'IA, alors voilà, vous avez une voiture. Est-ce que vous laissez... Non, vous n'avez pas de voiture. Ah, vous avez un vélo. Imaginez, vous avez un vélo qui fait du vélo tout seul, qui avance tout seul. Est-ce que vous irez en montagne avec? Non, hein? Pourquoi? Dangereux, hein? Il y aura toujours des humains dans la boucle, toujours. Il y aura un changement dans la manière dont on va travailler. Pensez à la révolution dans l'agriculture.
avec toutes ces nouvelles technologies dans l'agriculture. Et ça malheureusement détruit beaucoup d'emplois, mais ça a créé tout un ensemble une toute nouvelle industrie. Ça peut nourrir bien plus de personnes. Donc c'est juste un changement. On aura toujours besoin. Donc ne vous inquiétez pas, Terminator, c'est pas pour demain. En tout cas, de mon point de vue, il y aura toujours besoin des humains, surtout dans la sécurité. Alors, avant de conclure, j'allais vous poser une dernière question, Michael. Est-ce qu'avec l'usage de l'UEBA, votre posture en tant que CISO a changé en entreprise? Est-ce que vous avez vu l'avant et l'après? I didn't get the question. Can you ask it one more time? The translation didn't come. Est-ce que, selon vous, l'usage de l'UEBA va modifier votre posture dans l'entreprise? Est-ce que vous allez être mieux perçu ou moins bien perçu par les collaborateurs? So I'm not going to answer that question. Alors, je ne vais pas répondre à cette question UBA is not widely. parce que l'UEBA n'est pas très développé dans mon entreprise. I don't think it's a mature technology. Pour moi, ce n'est pas une technologie qui est assez mature, donc je ne recommanderais pas aux entreprises de la recommander de manière massive. Mais ce que je recommande, et ce que moi je fais, et ce que j'encourage à faire, c'est d'expérimenter dans un environnement petit, très contrôlé, Permissive environments where you've un environnement assez permissif, où vous demandez aux personnes si elles veulent participer pour l'utiliser de cette manière. I'm not a fan of putting Je ne suis pas un grand fan de mettre en place tout cela de manière aveugle, d'aller très vite, mais plutôt d'apprendre, de faire des cas d'utilisation. speak about the benefits of the Donc, technology. je parlerai toujours des avantages de la technologie, de ce qu'elle peut faire pour vous, mais toutes les entreprises sont différentes et votre manière de l'appliquer sera différente. So my recommendation Donc, ma recommandation, to use this is si vous voulez utiliser l'UEBA, allez-y doucement pour aller plus vite plus tard. Utilisez un environnement contrôlé avec des pilotes contrôlés, testez, voyez là où ça marche, voyez les répercussions, discutez avec votre équipe juridique if you have them in your companies and really take your et vraiment prenez le temps. Faites-le ensemble. this magic switch, you turn it on. Parce que non, ce n'est pas un interrupteur magique et d'un seul coup, le monde est sauvé et tout va bien. Non, c'est très complexe. And Un outil très complexe, un système très complexe. Et s'il y a un commercial qui vient vous voir et qui vous dit « c'est tout simple, c'est parfait, vous n'avez plus qu'à le brancher et l'allumer », demandez-leur de supprimer leur numéro de téléphone parce que non, c'est pas comme ça que ça marche. Et vous, Maud, quels seraient les conseils que vous donneriez aux entreprises, justement, qui hésitent peut-être à mettre en place l'UEBA en termes réglementaires, etc., peut-être pour les rassurer? Est-ce que vous avez un conseil que vous souhaitez donner? Je pense qu'il faut suivre le conseil de Mike, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, fonctionner par étapes. Effectivement, discuter avec le DPO, le legal team, etc., pour déterminer petit à petit la typologie de données, parce que c'est pas exactement les mêmes quand on est dans un environnement fermé, quand ensuite on va élargir la typologie de salariés, et quand on est au niveau groupe, où là, on va utiliser des datas, tous pays confondus. Donc ça veut dire avec une multiplication des réglementations qui s'appliquent, même si le RGPD est européen, il n'empêche qu'il y a des spécificités par pays pour la réglementation d'utilisation des données des salariés. Donc il faut, je pense, faire par étapes et pour pouvoir faciliter aussi l'utilisation de ces outils. Mais quand je dis l'utilisation, je dis l'appréhension d'un point de vue réglementaire et la facilité, dire bah, dans ce pays-là, on l'a fait, ça s'est bien passé, donc on peut peut-être élargir. Voilà. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose justement pour ces conseils aux entreprises qui hésitent à mettre en place l'UEBA? so I can only echo what was Je ne peux faire que écho à ce qui a été dit. N'ayez pas peur, mais ne soyez pas non plus un cow-boy. right. Don't do this, right? Take your time. Prenez le temps, allez-y doucement dans un environnement concret. Ne créez pas un avion dans votre garage et ensuite prenez le volant. Non. Prenez le temps, allez-y doucement, avec des cas d'utilisation très spécifiques, en ayant des conversations avec votre équipe juridique en fonction des pays. Si vous voulez une solution rapide, vous aurez un problème rapide. So there's a saying in America, if you want Aux to États-Unis, si on dit que si on veut avoir des problèmes, eh bien, il n'y a qu'à mal faire les choses. Alors prenez le temps, apprenez, not be afraid. It's mais n'ayez pas peur. C'est juste une technologie, c'est juste un outil.
Prenez le temps de la comprendre, de voir quelles sont les répercussions, discutez avec les bonnes personnes et agissez en toute sécurité. Merci tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions avant de finir, peut-être? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Thank you. I have a question about J'ai une question sur les limites entre la loi, behavior solution. les solutions de comportement. How you can protect Comment person protéger les personnes avec le RGPD en France? think that anonymity Est-ce que vous pensez que les solutions d'anonymisation pourraient être une bonne solution pour cela? Je ne sais pas si ça peut fonctionner avec une anonymisation totale, puisque le système repose quand même sur une analyse comportementale qui vont, par définition, fixer des points de localisation. Donc je sais, j'ai pas la réponse technique. I don't know if it's possible to use anonymous. Je ne sais pas si c'est possible d'utiliser une solution anonyme. anonymization or data Pas anonyme, d'anonymisation. So, and her answer is quite correct. Alors elle a tout à fait raison. Comment anonymiser le comportement d'une personne? C'est un comportement anonyme? You can derive patterns. On peut créer des modèles, des schémas et le rendre anonyme. Almost, they don't match the normal environment, but then what do you do with it? Yeah, so it's normally tied to a human being. Mais en général, c'est quand même relié à une personne, à un être humain. It's a very good question. It's very Très bonne question. Oui, c'est difficile. so anonymization techniques, encryption Les techniques d'encryption, d'anonymisation qu'on utilise pour l'espace privé sont très importantes. Et il faut trouver un moyen de voir si on va perdre l'intérêt avec l'anonymisation ou est-ce qu'on peut quand même s'en servir. Je discute avec des commerciaux tout le temps qui collectent ces modèles, ces patterns. Pour les criminels, par exemple, en disant voilà que dans tel ou tel secteur, ils agissent ainsi. Et on a pu collecter ces données parce que ce sont des criminels, mais on n'a pas pu bien partager ces informations. Mais alors que pour celles de l'entreprise, non, ils ne veulent pas le partager. Donc peut-être qu'on pourrait l'anonymiser. Et peut-être qu'on pourrait avoir des patterns, des schémas en disant que voilà, ils agissent ainsi. but won't say what company we got it from, won't say where it came from. En général, on sait quand même d'où ça vient. Mais pour les entreprises spécifiques, utiliser ces schémas de comportement, si c'est pour tel ou tel, si c'est pour un comportement, ce sera sûrement pas anonymisé. On retrouvera toujours la source. Donc c'est quand même assez complexe comme situation et en fonction aussi du cas. Quand on poursuit les criminels, il y a le poids de la loi et des autorités derrière vous. Just random anonymize the solution again. It's not going to. Alors encore une fois, non, l'anonymisation ne sera pas la solution miracle parce qu'il y a trop de couches, trop d'épaisseur. How you anonymize and what you anonymize. Comment on anonymiserait, à quel niveau, avec quelle technologie, etc. Tout cela a des répercussions. Et encore une fois, si on collecte des schémas de comportement d'une personne et qu'on essaie de l'anonymiser, ben, ça perd de la valeur. Merci à tous et toutes d'avoir assisté à la table ronde. Je vais en rester là. Si vous avez des questions, on reste ici. Puis si vous n'en avez pas, merci beaucoup et bonne fin de salon. Au revoir.